chers auditeurs, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Gérard. Bonjour Nadia. Bonjour Gérard. Bonjour tout le monde. Encore une fois dans vos foyers. Bonjour, bonjour, bonjour. Une bonne semaine. Une semaine épique. Un après-élection difficile. Une gueule de bois. Oh, pas du tout. C'est le deuxième tour qui dira tout. On va en parler. On passe aux actualités. La liste de Serge Letchimy, mais ça tout le monde le sait maintenant, a remporté le premier tour des élections territoriales devant celle d'Alfred Marie-Jeanne. En troisième position, celle de Jean-Philippe Nilor et celle de Catherine Conconne. Ces quatre listes peuvent se présenter au second tour, puisque comme vous l'avez su, elles ont dépassé les 10%. Là maintenant, tout le monde le saura. Un scrutin marqué par une forte abstention, 32,45% de participation. Donc ça fait 67,55% d'abstention, mais ils sont nettement en tête, il n'y a aucun problème. Alors si j'ai bien compris, si on met 10 personnes debout devant nous, il y en a 3 seulement qui se seront déplacées pour aller voter. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un plat là maintenant, de donner la moitié de notre émission à un événement, à quasiment un non-événement. Enfin un événement qui n'intéresse que 3 personnes sur 10. Voilà, Ouais, c'est extraordinaire. Et pour le coup, en termes sur ces élections, je trouve que la question de l'abstention, elle s'impose dans la discussion. C'est-à-dire que ça devient une vraie donnée qui est... Depuis quelques années, c'est comme ça. Oui, mais à ce point, 3 personnes sur 10. C'est énorme. Quelques chiffres. Serge Letchimy, Alliance pour Martinique, 30 187 voix. 30 187 voix. Alfred Marie-Jeanne, Grand Assemblée pour Martinique, 24 642 voix. Vous voyez le différentiel, 5 000 voix quand même, il faut les rattraper. Jean-Philippe Nilor, 10 929 voix. Catherine Conconne, La Martinique Ensemble, 10 051 voix. Et Yann Monplaisir, Michas Martinique, 4 441 voix. Et Philippe Joc, Déclic, 3 709 voix, ce qui fait un pourcentage de 3,92. Alors, je ne vais pas dire pour tout le monde, puisque les autres, disons que ça tourne autour de 1000 voix, sauf Béatrice Bellé. Vous avez dit que cette petite dame se serait débrouillée bien. 3410 voix, qui certainement a rattrapé un nombre de voix après la séquence de M. Alfred Marie-Jeanne qui a tourné sur Facebook. M. Marie-Jeanne avait jugé bon de prononcer son nom en imitant le Capri Belle, etc. Je pense que ça a dû l'aider. C'est sûr. Ça a fait le buzz. Ça a dû aider cette période. Et puis il faut dire que moi, elle a été quand même assez claire dans ses propos. Elle avait, à mon avis, un propos qui était compréhensible. Oui. Et organisé. Je pense qu'il y a des... Et puis, avec un groupe qui travaillait, le groupe de Robin travaillait depuis quelques années. Ah oui, tout à fait. À propos d'une éventuelle alliance, souvenez-vous que là, il est très clair, M. Letchimy, en disant « Je pense que les Martiniquais ne nous pardonneront pas de construire une alliance, s'il faisait une alliance maintenant, que j'ai critiqué, comme cela s'est fait en 2015, simplement pour avoir le pouvoir. » Il n'exclut pas en revanche la réflexion au sein de sa liste pour le renforcement d'une ou plusieurs personnalités pour gonfler les forces vives d'ici mardi et le dépôt de la liste définitive. Je n'ai pas regardé sa liste, mais techniquement, je ne vois pas comment il pourrait renforcer. Les listes ont été déposées. Oui, sans modification, parce que ce qu'il disait là n'était pas possible. Il avait mal compris, pourtant il a l'expérience. Alors, l'analyse. Il semble, vous allez me dire si j'ai raison au fur et à mesure, parce qu'on va aller vite, puisqu'on va parler de culture, on va parler de cinéma, on va parler de musique, on va parler de respiration. Les listes des partis importants ou issus de scission de ces partis se retrouvent au second tour, remarquez. Conconne de côté, issu du BPM, Jean-Philippe Nilor de c'est un point sur lequel il faut réfléchir. Ces deux leaders, d'abord, on constate que du coup, leurs épigones, enfin, le lieutenant, ils ont été les lieutenants des deux, sont partis à cause de leur personnalité. Ça fait un peu peur pour la suite. Bon. Et puis ça veut dire aussi, à mon avis, qu'il faut avoir une structuration de parti pour affronter les élections, n'est-ce pas? En fait, les gens qui se mobilisent au premier tour, c'est des gens qui sont en général dans des partis. Dans les partis. Voilà. On peut penser que... Ou rupture de parti, mais ils sont dans la mouvance. 20% des votants, probablement, sont des gens qui sont inféodés à des partis. Même peut-être plus. Peut-être plus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le deuxième tour va nous donner, mais enfin, bon... Alors, notre ami Yann perd 13 000 voix. Ça lui fait un choc, le problème. 13 000 voix entre... Mais sa campagne a débuté tard aussi, je crois. Sa campagne a débuté tard. Alors, ce qu'il explique, je l'ai eu au téléphone, je l'ai interrogé, parce que c'était quand même le plus manifestement... perdant dans cette affaire, qu'il a perdu du temps de discussion avec Bonol, avec tout un groupe de personnes, avec le maire, avec la mairesse, la maire du Borne-Rouge, pour voir s'il faisait une liste, avec Nilor lui-même, et que tout ça, il attendait pour voir. Et puis je crois aussi que
en quelque part, implicitement, on lui reproche l'échec de l'Alliance de 2015 avec... Implicitement, on lui reproche. On lui dit, il fallait ôter feuille et aller jusqu'au bout, ou bien il ne fallait pas ôter feuille. Cette rupture intempestive et brutale de la fin n'a pas servi. Mais il le mettait quand même dedans. Hein. Oui, absolument. C'est sûr, c'est manifeste. C'est manifeste, hein, parce que bon, c'est difficile d'avoir fait une telle alliance qui a surpris tout le monde et qui a permis de gagner les élections. Et puis après, boum, alors il y a une chose que c'est pas la première, le premier constat de ce que je vais dire me frappe. C'est que quand on a un plateau rond, dans l'opposition ou dans la majorité, on a le syndrome du plateau, on a le syndrome des assemblées plénières, on a l'impression que la Martinique entière vous regarde. Et quand il faisait ces éclats, ça ne pouvait que déplaire aux gens qui sont intéressés par la politique et dire que ce qu'il fait là, c'est idiot, il n'y a qu'à rompre avec dignité. Il fait ces éclats à la limite de, je ne vais pas dire d'insulter personne, mais vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, c'était pas très respectueux, ni réciproquement d'ailleurs, entre eux. Marie-Jeanne n'intervenant pas à ces plénières, ne lui répondait pas. Donc lui, il semblait être l'enfant gâté à la limite. Il avait le mauvais rôle. Il tapait du pied tout seul. Et le maître tutélaire s'est bien occupé de lui après, certainement dans les campagnes et dans les meetings. Mais là, en tous les cas, il ne voyait pas. Et puis ensuite, il s'est laissé un petit peu piéger avec des provocations pseudo-syndicales à Saint-Joseph. Et puis, je crois qu'ils ont surestimé les réseaux sociaux. Ces lieutenants avaient une action frénétique sur les réseaux sociaux et peut-être pas assez sur le terrain, et pas assez de relais sur le terrain. Enfin, je ne sais pas si je me trompe un peu, mais la première, le premier éclat qu'il a fait, c'était aussi par rapport aux questions économiques. Oui. Il avait, semble-t-il, reproché à Miguel Laventure de ne pas activer les dossiers économiques. Les dossiers, c'était pas politique, des fonds européens. Il me semble que ça a été... Et même que de privilégier les gros investisseurs. C'est ça. Donc c'est ça. C'est les gens qui n'ont pas dû accepter. On peut comprendre aussi, selon sa position en tant que chef d'entreprise, son souci économique. Hein. Et puis, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Hein. Donc mais les gens martiniquais n'aiment pas beaucoup les perdants, en principe. Hein. Donc c'était des signes de défaite. Défaite dans son parti avec l'aventure, défaite avec son alliance d'aventure. Et puis l'éclatement de la droite, quoi. Oui, alternative. On passe à la Guadeloupe très rapidement, c'est intéressant, Guadeloupe. C'est pour ça que je voulais en dire 2 mots. Beaucoup d'abstention aussi, c'est important. Vous allez savoir pourquoi. 97 000 votants, 69,15% d'abstention. Des blancs et des nuls comme un peu ici, dans les mêmes proportions, mais avec des résultats de Chalus-Harry. Chalus-Harry fait 45 100 voix. Là-bas, c'est la région. Hein. Ils sont encore à l'ancien statut, article 73 département et région. 45 110, ce qui fait 14,29% des inscrits, ce qui est peu, parce qu'il y a peu de votants. Mais ça fait 49,31% des exprimés. Il a failli passer au premier tour, aux élections régionales. Chapeau. Quand on a séjourné en garde à vue 10 jours avant... il y a un qui doit être mal, là, quand même. C'est l'URL. D'autant plus que la candidate de l'URL, la socialiste Borel l'incertain, Josette, a fait 15 900 voix, donc 5,4% des inscrits. Elle devait certainement, 17,5% des exprimés, elle devait s'attendre avec tout ce qui est passé. Enfin, elle-même, la pauvre, elle aussi, elle était mise en examen pour un recrutement illégal ou un favoritisme. Voilà. Alors, on peut dire que ça n'intéresse pas les électeurs, ils ne se sont pas plus déplacés et ceux qui se sont déplacés ont voté pour ceux qui étaient présents. Voilà. Oui, voilà, une prime au sortant. Mais alors, c'est pour ça qu'en quelque part, je reviens à la Martinique, le sortant a perdu, Marie-Jeanne a perdu. Je suis désolé. Pour l'instant. Il est en place. Oh, je ne peux pas rattraper 5000 voix de différence, le différentiel. Il faudrait qu'il soit magicien. On passe à notre sujet. Non, mais pour le coup, c'est pas une question. Pour moi, non, c'est pas magicien ou pas magicien. C'est plutôt parce que il me semble que les précédentes élections, on se disait, c'était gagné couru d'avance, c'était par magie. Oui, par magie, c'est la magie de l'alliance avec cette fois-là, il n'y a plus de chapeau, il n'y a plus de chapeau, il n'y a plus de lapin, il n'y a plus de baguette de magicien. On s'étonnait, 14 listes, c'est quand même beaucoup, etc. Finalement, il y en a 4 qui se détachent, mais il n'y a pas d'union qui se font. Non. Et alors non seulement il n'y a pas d'union, mais c'est 4 chevaliers, mais qui sont des anciens alliés, et puis des alliés naturels. Gérard, ce qu'il dit aussi en prolongement, il n'y aura pas de majorité, probablement. Si, avec la prime
Alors, d'après Avec ce que la j'ai prime. compris, il faut avoir 40% des suffrages pour pouvoir être sûr d'avoir, malgré la prime, la majorité. Non, là maintenant c'est la majorité. Là maintenant c'est la Si tu as majorité. 35%, tu n'auras pas la Non, majorité. là, enfin. non, mais là, c'est fini, il y a pas c'est fini, Ah, donc le système est bloqué, il faut recommencer les élections. Non, mais c'est-à-dire que nous pouvons très bien avoir une situation Avec un où- président qui, oui, avec qui une ne soit pas majorité, majoritaire. une majorité qui n'a pas la majorité. Oui, absolument. Et c'est pour ça aussi qu'il y a 4 candidats qui se sont maintenus, parce Mes que chers rien Mes chers élèves, mes n'exclut. chers enfants, la prime majoritaire a été faite justement pour éviter ces situations. Oui, mais ça, alors, d'après ce que j'ai compris, si le gagne à N'a- tu 40%, comprends. s'il n'a pas 40%, Il ne bénéficie pas de cette prime de il n'aura 9. pas. Non, il peut bénéficier de la prime, mais il n'aura pas suffisamment de majorité. Enfin bon, là, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai pu comprendre, ça m'a été expliqué hier, je ne saurais pas vous le redire. Toujours est-il que mais- la suite de la saison est passionnante. Non, c'est ça, c'est ça, le troisième tour. Il y a un troisième tour. Non, dis à cette personne de m'appeler. C'est intéressant. c'est Il y a- technique, Ah non? oui, mais Il on va va en parler, absolument. Parce que je le connais moi aussi. Ouais. Dis de m'appeler qu'on en C'est ça. discute. OK. J'ai juste un petit moment, Oui, un oui. petit clin d'œil pour la Guyane quand même, puisque Ah je oui, suis un peu vas-y, vas-y. guyanais. Quoi. Oui, Je oui. sais que Rodolphe Alexandre est en bonne place de remporter Oui, de absolument. nouveau. Et ça fait longtemps qu'il l'a, je crois qu'il s'investit véritablement aussi. C'est un que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Vas-y. On n'a pas la même tu... lecture. Alors Moi, vas-y. également amoureuse de la Guyane, mais il me semble que les trois autres listes ont fait alliance contre. Probablement, mais il lui. semble que ses résultats au premier tour ne sont pas mauvais. Ah, il a de très bons résultats. Ah, voilà, c'est Il ça a que de je voulais très, dire. Très bons Et est-ce que- résultats. est-ce que Et c'est là- vrai qu'il aurait pu être élu voilà, avec comme une Chalus. abstention. Comme Chalus. Ouais. Oui, avec une abstention qui n'est pas, qui est pas comme celle qu'on a pu connaître en Martinique d'ailleurs. Et en Guadeloupe. Habituelle, En Guyane, habituelle de Guyane, mais qui n'est pas C'est ça. pire que les autres. En tout cas, années. il semble être en voie de l'emporter de nouveau. Très bien. Deuxième sujet, ou troisième sujet. Enfin, le sujet suivant. Pas s'il vous plaît, ça ne se trompe pas. Le nombre de cas de Covid est en augmentation. Nous parlons de la Martinique. Apparemment. En effet, on dénombre 86 nouveaux cas entre le 14 et le 20 juin. Sur les 4400 tests réalisés entre le 14 juin et jusqu'au 20 juin 2021, 68 cas la semaine précédente. Le nombre total de cas en Martinique depuis le début de l'épidémie, je le répète à chaque fois pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas fou, c'est tous les 3 faits vaccinés, c'est 11 886 cas de Covid total en Martinique du pays. 11 000, c'est une commune, quoi. Les gens qui ont été touchés. Pas qui sont morts, mais qui ont été touchés par le Covid. Le sujet que je voudrais qu'on traite maintenant, c'est l'Inde, le Brésil, ces deux pays-là, avec comme sous-intitulé le coût humain du refus de la science. Les gens qui ont décidé, les dirigeants qui ont décidé qu'ils ne vont pas accepter les normes scientifiques. Les gouvernements qui ignorent ou tardent à agir en fonction des avis des scientifiques ratent une occasion cruciale de contrôler la pandémie. Et puis on développe. Alors, on développe d'abord sur le Brésil, le nombre total de décès dus à la Covid, puisqu'on va dire là, finalement, tout le monde l'a dit là, début mai 2009, a dépassé les 400 000, plus que la population de la Martinique. À la même époque, en Inde, la pandémie faisait 3500 victimes par jour. Boum! Résultat de différences politiques, les dirigeants n'ont pas suivi les conseils des chercheurs ou ont été lents à le faire. Jair Bolsonaro a appelé ça une petite grippe, une grippette. Mais il est même trappé. Hein. Mais il a appelé aussi à boire, je ne sais plus trop quoi. Oui, une tisane quelconque, une décoction, etc. Et puis en disant que le port de masque et tout ça, c'est de la bêtise, puis que les fêtes, viva la samba. Les États-Unis, il ne faut pas oublier les États-Unis, avec Trump, souvenez-vous, ils ont enregistré plus de 570 000 décès. Il a fallu ramer pour attraper ça. Ce qui reste le plus grand nombre de décès dus à la Covid dans le monde, en valeur absolue. La plus grande nation industrielle du monde, elle a eu le plus grand nombre de Covid. Poum! Les dirigeants indiens se sont montrés complaisants. Alors là, c'était les mouvements syndicaux, rassemblements, contestation du monde agricole, etc. Et puis aussi, toujours pareil, le défaut de confiance accordée aux scientifiques, qui n'ont pas, je parle de ceux de l'Inde, qui n'avaient pas les données, donc ils ne pouvaient pas effectivement conseiller, ils n'étaient pas écoutés. 700 scientifiques indiens ont écrit pour dire qu'ils ne comprennent pas comment on ne leur donne pas les données, les tests, les résultats qui sont faits, ce qui fait que tout ça s'est terminé en bam-bam, parce que ça ne permettait pas, surtout, plus important, de surveiller le génome et de voir pourquoi. Question, pourquoi il faut surveiller le génome? Voir l'évolution, Ouais, les variants. pour les mutants, pour les variants. Bravo. Alors, il semble que la Russie aussi a eu une recrudescence de cas. Exactement. De cas, voilà.
Alors, semble-t-il, il n'y a pas beaucoup de gens. Le Royaume-Uni vaccinent. également, Le à Royaume-Uni, cause des variants. Voilà, il y a cette variant Delta qui, Ouais, ça, c'est une, qui Le Delta semble-t-il, en Royaume-Uni. bon, est encore une galère, quoi. une vilaine nouvelle hein, pour Ouais, le coup, parce que apparemment, le Royaume-Uni qui avait prévu Ouais, de absolument, qui avait été- déconfiner le 21 juin a repoussé de 4 semaines son déconfinement. Donc là, on est C'est pas au fini, plein mois quoi. de juillet. Et donc non, c'est pas fini. Et Israël aussi a une nouvelle flambée. Purée. Et tu disais bien, le génome qui est observé, parce que ça mute, parce qu'un virus c'est un organisme vivant, donc plus tu le traites, Pervers. plus il se... C'est le diable. Non, c'est juste un petit virus, hein. Oui, un virus qui Comme tous les autres, qui donc se il bat mute. pour vivre, qui se bat pour survivre. Le Et en pauvre. faisant, il s'accroche à toi et puis il te... Mais enfin, mon médecin traitant me rappelait que, mais oui, mais le virus, le coronavirus 19, le 19, Oui, c'est- celui de il est de la même 2012, de la même famille. de la même famille que celui de la grippe. Et chaque année, on a des grippes. Et cette année, je sais pas si, enfin cette année 2020, je ne sais pas si vous remarquez, on a eu moins de cas de grippe parce que la politique sanitaire qui a été Sanitaire mise en a place, bloqué tout ça. Voilà. En mettant leurs scientifiques sous la touche, les gouvernements du Brésil et de l'Inde ont laissé passer une occasion cruciale de réduire les pertes humaines. C'est ça. Alors le problème, enfin oui, c'est ça pour leur pays, mais pour le monde entier. Également, puisqu'il y a un C'est- phénomène c'est- d'immunité collective. Non, mais À- les gens à quel voyagent, endroit? donc Oui, ils mais remettent oui, les leur, gens, mais oui. Les données sanitaires doivent être à la fois précises et accessibles aux chercheurs et aux cliniciens. Refuser ou occulter cet accès risque de prolonger la pandémie. Il bagaille. La Ah, il y nuit. a une saison 4 qui nous attend là, mais elle sera palpitante. Ah ouais, ce sera palpitante. On va quand même essayer. Croisons maintenant. les doigts. Hein. Oui, oui. On va essayer de respirer un Tous. petit peu. On va passer aux problèmes de société. Le prix Pulitzer d'histoire a été attribué à Dr Marcia Chatelain, haïtienne d'origine, pour son livre Franchise, The Golden Arches in Black America. Is it good? It's good. Une étude sur la manière dont les restaurants McDonald's ont aidé des entrepreneurs noirs, tout en affectant les Afro-Américains d'une autre manière. Tu as vu un petit peu le sujet? Tu peux faire le pitch? Non? Ou Oui, bien tu alors veux que pour je le coup, fasse? je ne savais pas, je ne la connaissais pas, j'avais vu d'autres Pulitzer, mais pas elle, et c'est vraiment passionnant, le parallèle qui est fait entre, d'un côté, quelque chose d'hyper positif, Ouais. donc favoriser les entrepreneurs, et Comme McDonald's sait faire. Ouais. donc c'est en l'occurrence la franchise de restauration rapide McDonald's, et c'est de mon point de vue, en tout cas, c'était une information pour moi, je ne savais pas, parce que le regard que j'avais sur McDonald's, et notamment par rapport à ça, à la population noire américaine, et la population noire d'une manière générale, c'est qu'ils sont contributeurs de la malbouffe et les cas obésité morbide, Tension et, artérielle. avec toutes les maladies qui vont avec. Donc tu as parlé de tension, cholestérol, diabète, Diabète. chez les Noirs américains. Et c'est Oui, pour emphasize, pour amplifier ce que tu viens de dire là, il y a une corrélation étroite entre cette alimentation, Christian, et puis les maladies classiques, et notamment les maladies de la communauté noire C'est mondiale. ça. Donc, ouais. Continue, Et Nadia. donc les restaurants, les McDonald's, c'est vrai que c'est de la nourriture qui a un côté roboratif, donc quand tu as mangé McDo, tu es rempli. Et c'est pas cher, c'est accessible. Et c'est vrai qu'ils ont eu l'intelligence économique de s'implanter dans des zones pauvres, Bon. en l'occurrence, très largement occupées, Non, ouais. habitées par la population Oui, noire Noirs, américaine. les immigrés, machin. Abandonnés par la population blanche, donc avec des loyers, et donc des franchises qui ne coûtent pas cher, des frais généraux qui ne coûtent pas cher, avec des locaux commerciaux abandonnés qu'ils ont occupés à très bon prix. Vous savez comment ça coûte cher dans les villes américaines. La possibilité donc de nourrir une population, d'offrir dans un lieu quasiment que maison des jeunes et de la culture, quoi. La Wi-Fi, un espace, un lieu, un endroit où les jeunes peuvent travailler, peuvent bosser, faire des stages. Proposer des bourses Oui, et tout. proposer des bourses, ouais, aider. Donc Et ça puis en même devient- temps, leur donner de la malbouffe. Ben oui. Les c'est paradoxal. Afro-Américains sont plus susceptibles de manger du fast-food, les Afro-Américains, les Noirs. C'est ça, bien sûr. Ouais. De façon intelligente La de dire traduction. les Noirs. Sont plus susceptibles de manger du fast-food que tout autre groupe racial aux États-Unis, selon les centres, c'est pas cher officiel, hein, les centres américains de contrôle des maladies, en partie parce que ces restaurants sont hyper concentrés dans certaines des zones les plus pauvres et les plus ségrégées du pays.
Tu t'en rends compte? Donc, alors, le PDG, effectivement, a toujours de tout temps été un black. Et j'avais, bon, une petite discrétion que je ne devrais peut-être pas faire comme ça à l'antenne. J'avais eu l'occasion d'intervenir au niveau des dossiers à l'origine de McDonald's ici. Et dans les contacts avec ces gens-là, j'étais surpris de voir que j'avais affaire à des portoricains, des Nord-Américains, à des Slaves, il n'y a pas un seul WASP, pas un seul white anglo-saxon people. Il n'y avait que des gens. J'avais trouvé ça extraordinaire. Pour cause, puisque... Parce que ces entreprises, et notamment McDo, McDonald's, ce sont des entreprises particulièrement inclusives. Inclusives parce qu'elles sont conscientes d'avoir un rôle à jouer et d'être particulièrement mises à la loupe de la société. Donc, elles ont dans leur staff, comme tu dis, des personnes de toute race, toutes les genre, identités, quoi. Ça fait partie de leur... C'est devenu paradoxalement partie de leur ADN, cette inclusion. Et l'auteur nous dit, je pense que, citation, que chaque fois que nous avons des communautés qui doivent compter sur une entreprise pour être le lieu de refuge, comme je vous disais, pour être le lieu de Wi-Fi, pour être le sponsor de sport pour les jeunes, pour être le lieu où le programme d'emploi pour les jeunes se produit, stage, comme je vous dis, tout ça, pour que les bourses universitaires, où les bourses universitaires sont distribuées, alors nous avons un problème. Belle plume, hein? Voilà. OK, on reste toujours dans un peu la même chose, toujours dans le sujet 2 du chapitre Société, donc pas de jingle, n'est-ce pas? 6 jeunes chercheuses récompensées par le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour leurs travaux dans les Outre-mer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parmi une trentaine de... Attends, je t'interromps tout de suite en te disant merci beaucoup d'avoir déniché cette information. Cette information, oui. Parce que je suis depuis longtemps les trophées des jeunes chercheurs, etc. Oui. J'ai vu comment ils sont devenus... inclusif, bon, ça fait 2 fois que j'utilise le mot, mais comment ils intègrent les autres, et notamment les femmes frappées par le fameux effet Matilda, c'est-à-dire la non-reconnaissance, la privation de leurs travaux, notamment dans le domaine physique, par les femmes qui découvrent quelque chose, généralement c'est un homme qui s'attire les lauriers. Et pour le coup, j'étais passée à côté de celui-là. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette recherche. Et puis là, pour le coup, sur l'outre-mer. Donc le sujet est doublement intéressant. Alors, si jeune chercheuse, donc, dont le travail est en lien, originaire des Outre-mer, dont le travail est en lien avec les territoires ultramarins, ont été récompensés par le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. C'est le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Depuis sa création en 1998, le programme L'Oréal UNESCO a accompagné et mis en lumière plus de 3000 femmes scientifiques. C'est colossal, c'est énorme. Scientifiques surtout. Cette année, 35 jeunes chercheuses ont été récompensées, comme je vous le disais, et parmi elles, et la sélection, 6 originaires des Antilles, de l'outre-mer. Et la sélection s'est faite par un jury composé de membres de l'Académie des sciences. C'est un bagage sérieux. C'est l'UNESCO, oui, c'est pas du... Parmi elles, 6 sont, comme je le disais, donc Cynthia Signeux, issue d'une tribu kanak de l'île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Elle effectue des recherches dans la valorisation des résidus de bois pour en faire des médicaments. Soigner les maladies par le bois. Par le bois. C'est beau, ça. Aurélie Beaunoir, qui vit et travaille en Martinique, se passionne pour les micro-algues toxiques présentes en mer des Caraïbes. Comme quoi, les sargasses, ça peut nous servir. Lorraine Janté cherche à comprendre les tortues de Guyane pour mieux les protéger. Jordan Corbeau travaille à l'Observatoire volcanique et sismologique de la Martinique. Et Valentine Meunier étudie les coraux calédoniens. Voilà. Et en fait, la fiche que j'ai faite a un petit paragraphe, briser le plafond de verre. Briser le plafond de verre. Bel exercice. C'est tellement pas ce que c'est, tu n'es tellement pas concerné que tu n'arrives même pas à le dire. Oui, c'est une chose que je découvre. Moi, j'ai que le plafond que je me mets à moi-même, avec mes fantasmes. Ces chercheuses s'associent au programme L'Oréal UNESCO parce qu'elles estiment qu'elles aussi, elles doivent encourager les jeunes filles de leur région. On les a interviewées, je vous ai fait une synthèse. Si les femmes représentent aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, 28% des chercheurs, le plafond de verre reste particulièrement persistant dans le domaine de la recherche. Près de 90% des postes à responsabilité dans le secteur de la recherche sont occupés par des hommes.
Nous avons des fins, Christian. Non, mais c'est un changement, ça va changer. Ça va bouger, mais oui, Ça va bouger. Mais C'est en train de patienter, bouger. oui. Il existe des freins invisibles. Pour le moment, qui empêchent la progression des chercheuses, il faut exploser ce plafond de verre, conclut Aurélie Boisnard. Mais quand tu fais exploser le plafond de verre, ni enlever bouteille, etc., les immolos, attendez que nous enlevions le plafond de verre pour vous. On va le déposer. Ça suffit. Voilà. Non, mais moi j'ai juste le travail de Jordan Corbeau, Oui. qui travaille à l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, donc qui travaille sur les tremblements de terre, et c'est vraiment un sujet qui, en lien donc avec comment ça s'appelle c'est complètement dans l'actualité. Oui. C'est complètement dans l'actualité, puisque le tremblement de terre reste à ce jour le phénomène naturel le moins prévisible. Le moins prévisible est celui qui fait flipper tout le monde. Voilà, je ne sais pas comment dire ça en français. Qui entraîne des dégâts considérables aussi. Et pour le coup, les chercheurs te disent bien, un tremblement de terre ne cause pas de mort, les bâtiments, oui. Donc il y a un véritable enjeu économique et effectivement alors pas de santé, mais de vie publique, quant à la prévention de ces fameux tremblements de terre. Et nous sommes sur une zone sismique, un lieu de subduction. Mais j'ai lu, c'était tellement subtil et complexe, là il faudrait que je relise l'information sur ça, le point de la recherche sur la prévision des tremblements de terre qui passe, si tu veux, par l'étude très précise des plaques. Des plaques, et donc la pose de jalons, mais comment les poser, c'était très complexe. Mais ça reste quand même quelque chose d'abscon et quelque chose d'imprévisible, en tous les cas très difficile à prévoir. On peut prévoir les cyclones, on peut prévoir les nuages de sable. Encore qu'en Afrique, il y a une éruption volcanique qui n'était pas prévue, là, vous avez vu, un pays. Jusqu'à alors, il y a des signes annonciateurs, de manière générale. Mais voilà. Là c'était complètement... Parce que objectivement, on oublie que un volcan, c'est jamais éteint. Voilà, c'est le truc tout simple, un volcan, c'est jamais éteint. Et d'ailleurs, il y avait un reportage sur l'Etna, le Vésuve, à Pompéi. Vésuve. Mais voilà. Voilà. Déjà, il y a des prévisions qui pensent qu'on ne peut pas maîtriser la dimension d'une explosion, son volume. Il y a des signes précurseurs, tu veux dire. Il y a des signes. Non, c'est ça. Mais enfin, il y a un certain nombre d'interrogations. On se demande jusqu'où un volcan peut entraîner des dégâts. Et il y a des hypothèses qui disent que toute une partie de l'Europe peut être victime un jour. Voilà. Il y a une émission très intéressante sur ce sujet, à tel point qu'on s'est demandé au jour au sou qu'en est-il de la montagne Pelée, parce que c'est vrai que en 1902, il y a eu Saint-Pierre et les environs, mais on ne peut pas imaginer la force du... C'est pas toute la Martinique. Toute la Martinique sera pétrifiée par le tout à fait, déjà. Hein, mais en tout cas, l'information en tout cas qu'il y avait, c'était que on ne peut pas écarter l'hypothèse que les dégâts soient considérables. Voilà. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Il n'y a aucune donnée scientifique pour dire que tel tremblement de terre a une portée limitée, un calibrage de sa cartouche. Voilà, on n'écarte pas les hypothèses. C'est-à-dire que demain, la fournaise à l'île de la Réunion, ce ne sera pas juste pour les photographes, ça peut être quelque chose de dramatique. Sur quand même les chercheuses, j'avais noté le fait que toutes leurs recherches, alors pour aller vite, je vais dire nous concernent, mais ce sont vraiment sur des choses naturelles, parce que les autres, je ne sais plus laquelle, travaillent sur les coraux. Donc la disparition des coraux, on parle de la grande barrière de corail en Australie, on se dit c'est loin, ça ne nous concerne pas tout à fait. Quand on regarde l'impact des coraux sur, accrochez-vous, les houles cycloniques. En fait, ça protège aussi. Et j'ai trouvé intéressant le fait que déjà, la zone dans laquelle nous sommes, enfin Outre-mer et en l'occurrence la Caraïbe, on est directement concerné dès que l'on parle environnement, réchauffement climatique et catastrophe naturelle, en tout cas phénomène naturel majeur. Absolument. Et j'ai trouvé intéressant que ces jeunes femmes travaillent sur ça. Mais il y a
n'ai pas les éléments, je n'ai pas eu le temps de faire une fiche. Il y a le rapport du GIEC, qui devait sortir dans 2 mois et qui a été distribué prématurément avant, mais qui fait état d'une dégradation, que les données qui prévoyaient réellement un impact colossal et puissant du réchauffement climatique en 2050, en réalité, elles vont être visibles dès 2030. Beaucoup plus tôt, les conséquences seront les conséquences de la dégradation des données, de la pollution, etc., du réchauffement climatique se feront connaître beaucoup plus tôt, quoi, très bientôt, que c'est beaucoup plus grave. Bon, on le savait déjà, mais en fait, la limite temporelle qu'on s'était... Alors, fort heureusement, vous avez vu que Biden, parce que Biden, c'est pas illégal. Biden, ça ne le fait pas. Biden s'est remis totalement dans la ligne de la protection écologique. Il a signé, il est revenu de la Convention de Paris. Oui, il a décidé de prendre à bras le corps tous ces problèmes. Il a rejoint tous les organismes internationaux qui avaient été abonnés par Trump. Ça rassure quand les premiers. Et que la Chine aussi veut bien faire un effort. Alors, ça rassure quelque peu. D'accord. À côté de ça, ils ont signé un traité, ils ont rompu plutôt le traité de non-exploitation à des fins commerciales de l'Arctique. Oui, c'est bien. Non, ben ils ont rompu le traité. Ils ont rompu, tu dis, je crois qu'ils avaient signé. Ils ont rompu. Les Américains, mais je veux dire, les Américains. Mais ça, c'est la géopolitique, là, c'est à cause de l'Ukraine et tout ça. Là, je suis vraiment sur la partie... C'est vrai qu'on va parler de politique internationale la partie environnement. Si tu veux, il y a 2 zones qui sont sanctuarisées particulièrement, c'est l'Arctique et l'Antarctique. L'Antarctique notamment parce que c'est tellement invivable que... Bon. Mais l'Arctique, il y a 2 ans de ça, la banquise ne s'était pas refaite et elle était traversable. Donc là, on reparle d'exploitation d'hydrocarbures en Arctique. Qui dit exploitation d'hydrocarbures dit marée noire, avec le risque... les conséquences plutôt que l'on peut imaginer. Enfin, c'est pas très drôle. Mais ça, c'est de la politique, des conflits, des positions entre géopolitique, oui, comme tu disais. Alors, on passe à la culture. Le sujet suivant, le carrousel du Louvre au Salon international d'art contemporain Art Shopping. Grâce à ses œuvres originales, l'artiste numérique martiniquaise Linou veut dévoiler au cours de ce salon qui s'est tenu du 18 au 20 juin le sens caché des choses. J'ai voulu qu'on en parle parce que regardez un petit ces photos, ces images comme elles sont belles. Ce qu'elle fait est tellement puissant et tellement beau. Et elle dit s'appuyer sur la réalité augmentée de la vidéo. Et elle dit vouloir donner à vivre une expérience unique qui transporte les spectateurs dans un ailleurs rassurant, apaisant et dynamisant. Alors elle a présenté sa dernière collection, dont vous voyez les photos, une collection qui s'appelle Inside. À l'intérieur. Ouais. En disant, nous vivons dans 2 mondes, le monde réel qui nous entoure et celui qu'on ne voit pas, qu'on suppose, qu'on imagine. Linou nous invite à en prendre conscience. Le voile séparant les 2 est invisible. Nous sommes donc tous libres d'y aller à chaque instant. Je ressens un vrai décalage avec ce monde dans lequel nous vivons, où il faut faire et paraître. Rien n'arrive au hasard et ne se passe sans qu'il y ait un sens caché. Tout a une raison d'être et d'exister. Je suis persuadé qu'il existe autre chose. Il existe un ailleurs, pas quelque chose de géographique, mais plutôt symbolique. Ça te plaît bien, ça, Christian? Mais c'est le propre de l'artiste de faire des projections, que l'imaginaire en train de construire des paradigmes nouveaux. Oui, le monde nouveau. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, après, peut-être, il faut redescendre parfois sur terre, quoi, parce que là, je la regarde, je me dis, c'est bien, elle est artiste, alors comment ça se passe son métier? Quelle est la régularité de ses revenus? Je pense que voilà, c'est ça. Comment faire aussi pour développer et soutenir ce genre d'art? Faire en sorte qu'il y ait des galeries, qu'il y ait une politique publique. Mais quand tu es au carrousel du Louvre, au Salon international d'art contemporain, il y a monde qui règle ces business-là. Qui règle business là-bas. Pour l'expo, je suis d'accord avec toi, mais
Là, pour le coup, moi, j'étais plutôt juste gonflée d'orgueil et de fierté en me disant chouette, une Martiniquaise, parce que le programme, déjà, bonne nouvelle après Covid, qui n'en finit pas de ne pas finir, c'est que les expos sont de nouveau visibles. Absolument. Et, Tout à fait. avec donc une programmation fabuleuse, toujours de haut niveau. Carrousel du Louvre, c'est un délice comme espace d'exposition. Et pour le coup, en voyant le programme et la programmation je n'avais pas remarqué qu'elle était martiniquaise. C'est bien qu'on a un mécène ici, monsieur Hayat, qui nous permet de voir Mais ce que tu dis reste entier pour la Martinique, si nous l'avons reconnu au pays. On a fait une petite évasion rapidement au Carrousel du Louvre. Oui. Même les artistes qui sont programmés à la Fondation Clément et tout, à fait. mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Comment sont venus leurs œuvres? Oui, non, mais c'est sûr. Quelle est la visibilité internationale de ce qu'ils font? Tout à fait. Regardez le 58 Rivoli, 58 ou 59 Rivoli, qui était un squat d'artistes et qui finalement est installé donc à cette rue, dans ce bâtiment, un magnifique bâtiment haussmannien qui a donc été acheté par la mairie de Paris. Il a aménagé spécialement pour eux, c'est devenu une résidence d'artistes et qui a mené le combat, puisqu'ils appellent ça after squat, parce qu'ils ont squatté le bâtiment pendant longtemps, il était inoccupé. Qui était donc à la tête de ce mouvement pour finalement acquérir et pouvoir exploiter l'espace et proposer une vraie programmation. C'est quand même un artiste martiniquais qui accessoirement n'a jamais exposé en Martinique. Un ancien élève des ateliers du CERMAC et qui me disait... Tu as son nom en tête? Thierry Audebard. Thierry Audebard, ouais. Qui fait un travail d'une originalité oui, les artistes sont toujours originaux, mais un travail magnifique, vraiment. Et qui n'a jamais exposé en Martinique. Et en Martinique, il est très inconnu. Non, mais avec les lettres de noblesse qu'il a fait ça, s'il voulait exposer, il n'a pas encore voulu exposer en Martinique. Mais il n'a pas commencé par la Martinique. Il a peut-être non, il n'a pas commencé à la Martinique, non, il est à Paris, et puis il vit à Paris. Et la résidence, c'est vraiment une exposition. Non, je pense à la peinture, aux arts graphiques de manière générale. C'est véritablement aujourd'hui une source de création. Il y a beaucoup de créateurs. Bon, aujourd'hui, il faut penser à leur insertion professionnelle. Il faut penser aussi à leur itinéraire, à l'exportation. Donc, c'est vrai que ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il faut d'une réflexion assez innovante. Il faut une politique aussi. Une politique assez innovante pour savoir, l'art graphique, l'art pictural, comment faire en sorte que nous puissions consolider ces métiers à la Martinique, puisque chaque art a ses exigences. Donc il faut, on dit la politique culturelle de manière générale, mais il y a des politiques culturelles en fonction des disciplines artistiques. Et puis il faut y mettre de l'argent aussi. Il faut y mettre de l'argent. Oui, il faut mettre de l'argent. Mais et puis il ne faut pas donner l'argent seulement aux petits copains. Non plus. Ou aux petites copines, il faut donner l'argent à tout le monde. Mais on a quand même des pour le coup, la Martinique, c'est pas le cas pour le cinéma par exemple, mais pour les arts plastiques, la Martinique ne part pas de rien. Il y a quand même l'IRAV, l'Institut régional d'art visuel. On a quand même la Fondation Clément qui aussi effectivement fait un travail, qui œuvre, qui accessoirement a un partenariat avec Beaubourg. Voilà, donc on a, ça veut dire en termes de diffusion, il y a déjà un schéma qui est fait et puis qui est construit. Et oui, il y a des institutions, la Triomphe aussi, qui font des expositions, mais il nous manque en plus, à mon sens, des galeries d'art. Il y a des galeries. Il manque ça. Il manque aussi, pourquoi pas, que les politiques culturelles des communes puissent aussi s'ouvrir. Intégrer dans les fêtes patronales. Il ne s'agit pas simplement de faire un podium, mais il faut que l'ensemble des disciplines soient représentées de façon... enfin, c'est un souhait en tout cas. Oui, mais objectivement, si tu regardes bien les pouvoirs publics ne sont pas restés à côté des arts plastiques. Regarde les ronds-points qui ont été habillés. Je fais un petit le rond-point du François qui est constamment habillé. Et d'ailleurs, j'avais même envie de prendre une vidéo parce que là, il y a un Buno qui travaille pour nous. Il est scénarisé. Voilà. Et les ronds-points, effectivement, je pense qu'ils nous donnent une idée d'enjoliver les ronds-points, d'avoir une visibilité de l'art. Ça aurait été intéressant. L'entrée avec les totems de Saint-Pierre, enfin. Les trois îlets aussi ont des ronds-points qui sont très intelligents. Je pense que c'est très important qu'on puisse effectivement aménager les ronds-points de voies artistiques. Voilà.
En tous les cas, repoussant les barrières de la langue, l'Innu communique au travers des formes, des couleurs et des rythmes. Par son travail d'œuvres murales de grand format, vous les avez bien vues, elles sont restées longtemps à l'affiche chez nous, elle nous transporte aux frontières de notre espace, comme une invitation à faire l'expérience de ce monde, de l'ailleurs, aujourd'hui invisible à nos yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe au cinéma. OK? Révolté du monde, Nadia. Oui, alors La Révoltée du monde, je raffole du titre de ce festival parce que c'est un festival international de films qui en est à sa 5e édition. Et c'est un festival qui met à l'honneur le film documentaire, qui est un genre à part entière. Et pour cette année, ils ont... alors on pourrait parler longuement du documentaire, mais bon, j'ai une position un petit peu difficile sur ça. Je vous fais l'impasse. Donc on a quand même de beaux noms pour cette année. Le thème de l'esclavage avec Samuel L. Jackson. Il y a un très beau film, je dis très beau parce que tout simplement je suis fan d'elle, sur Toni Morrison. Oui. Sur une édition précédente, on avait eu un documentaire absolument magistral sur la chanteuse... Aretha Franklin. L'autre. Oui, l'autre chanteuse de blues qui avait parlé. Voilà. Ella Fitzgerald, non, Non, Billie Holiday, non? Nina Simone. Nina Simone. Nina Simone. Ouais, Nina Simone, un documentaire absolument magnifique. Et donc cette année, alors il a la particularité ce festival. On parlait du festival, La Révoltée du monde. Donc des thématiques toujours en lien avec nos cultures et notre ancrage dans le monde. Ce sont des films internationaux, des documentaires, je l'ai déjà dit, mais ce sont surtout des diffusions décentralisées. C'est pas tous à Fort-de-France. Donc ils sont toujours dans des endroits différents. Même cette fois-là. Oui, même cette fois-là, dans plusieurs communes. Ils vont également, sur cette fois-ci, parler de l'art africain. Parce qu'on est dans une période un peu chahuteuse où on parle des boulons, etc. Donc là, ils sont sur un documentaire sur le pillage colonial. Voilà. La restitution des œuvres. Et puis un autre documentaire sur les origines du Ku Klux Klan. Ouais. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant qui vient 2 ans après le fameux film de Spike Lee, Black Klansman, sur le Ku Klux Klan. Ouais. Et puis donc il y aura également un documentaire sur Aretha Franklin. Et Miles Davis. Miles Davis. Voilà, et puis Patrick Saint-Éloi aussi, je crois bien. Oui. Je crois, j'ai cru avoir lu ça. Je ne sais plus. Oui. Mais c'est partout en Martinique. Oui. C'est vraiment partout en Martinique. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vérifié. Bien. Patrick Saint-Éloi. Aretha Franklin, Miles Davis et Patrick Saint-Éloi. Et Toni Morrison pour la littérature et Chamoiseau. Et Chamoiseau, voilà. Bon, on a fait le tour de ça. Ouais. On peut parler maintenant, si vous voulez, des Antilles présentes au monde. Je fais le pitch. Il y a diverses façons de sortir de ses frontières et de se rendre visible aux yeux des autres. La création artistique en est une. La création de produits de qualité exportés en est une autre. Aussi sera-t-il ici question d'exposition picturale et de Rome. Bon, je laisserai tomber l'histoire du Rome. C'est effectivement une exposition faite aux Champs-Élysées. Restons au Festival de Cannes. Frida de Jessica Généus avec Néhémie Bastien, Fabiola Rimi, Danaïna François. Tu as ça en tête, tu as ça en fiche? Frida, ce film-là? Alors, je sais que c'est un film qui est dans la section Un certain regard. Voilà. On parlait du festival. Alors, c'est prestigieux. Enfin, oui. Voici, il n'y a pas beaucoup de films. L'image, Jessica Généus, ça va. Voilà. Non, ça c'est Barricade, c'est le film d'après. Bon, peu importe. Bon, on continue, je t'ai interrompu. Les images sont pas tout à fait coordonnées à ce qu'on dit, mais ça va. Non, mais de toute façon, on parle du Festival de Cannes et on parle surtout pour aller très vite, de Noir à Cannes. On ne voit pas beaucoup ça. Ouais. C'est plutôt rare. Et on n'en voyait pas du tout d'ailleurs. C'est terrible. Hein, écoute, ça fait 23 ans, il y avait un long métrage de Haïtien. Je crois que c'est ça. Oui. Raoul Peck, oui. Mais c'était il y a 23 ans. 23 ans. Et ça vient 23 ans après un quart de siècle. Ouais. Voilà. C'est le deuxième long métrage haïtien qui accède à Cannes. Oui, à Cannes, mais alors, c'est de façon prestigieuse hein, pour le coup. Hein. Donc la sélection Un certain regard, donc c'est en sélection officielle, en compétition, dans un certain regard. C'est la totale. Oui, Un certain regard qui a dévoilé... Pour un film entièrement tourné en créole. Et sous-titré, naturellement. Oui, mais Cannes, c'est fabuleux parce que tout est sous-titré.
Tout est sous-titré. Donc ça va être un bel exercice. Je ne Et vais pas lire le c'est un film sous-titrage. qu'elle a tourné à Saint-Domingue parce qu'à cause de la dictature haïtienne, ce n'était pas possible. C'est ça. Il y avait toutes les conditions pour réellement réussir sur le marché international. Les conditions de tournage. Juste une petite d'intensité. parenthèse. Il y a un cinéaste algérien qui s'appelait Lakhdar Amina. Il avait fait Chronique des années de Braise. Oui. C'est un film remarquable qui avait un peu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et ça date d'il y a 40 ans. Oui, ça fait très Ça a été longtemps. boycotté par les salles françaises. C'est pour ça que je te dis que c'est... Avant, il n'y avait pas du tout des étrangers, enfin des métis, des noirs au Festival de Cannes. Aujourd'hui, il y C'est a... comme un Spike Lee qui préside, qui va Voilà, présider le festival. il y a un bouleversement qui est assez significatif. Alors, juste une petite parenthèse, on prend un petit peu de temps sur ça, Gérard, si tu Oui, permets. oui, oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que Cannes, on reproche, et je fais partie de cela, beaucoup à Cannes d'avoir ces réalisateurs chouchous, toujours les mêmes, etc. Ouais, Mais ce festival a la particularité d'être une ouverture énorme et unique au monde. Le cinéma asiatique, chinois, coréen, japonais, oui, c'est ça, n'existait pas dans le monde avant l'ouverture de Cannes. Et tu dis bien, le cinéma aussi africain de noirs réalisateurs, c'est à Cannes qu'ils trouvent une audience. Et puis derrière, il se passe quoi? Il se passe rien. Voilà, c'est ça le souci. Le souci donc, de la distribution. Le précédent festival, donc l'édition 2018, où il y avait vraiment un jury presque que de réalisateurs. C'était vraiment un jury costaud. Ils ont récompensé le premier film d'une petite métisse Fatia, j'ai oublié son nom, Diop, qui s'appelait Atlantide. Un petit film où elle met en scène les fameux bateaux qui traversent la Méditerranée à la recherche de jours meilleurs, au risque de leur vie, et comment toute la jeunesse quitte son pays pour aller ailleurs dans des conditions de danger de mort. Et ils ont récompensé son film. Mais le film n'a pas eu d'audience. C'est ça, ouais. Il n'a pas eu d'audience. Au point de vue exploitation commerciale, voilà, on est passé à côté. Le film, quelques années auparavant... C'était dans quelle époque? Atlantique, année? pardon, Atlantique, c'était 2018. Ouais. 2018. C'est pas une question, Attends, on c'est est en pas les 2027. circonstances, c'est pas une question de marketing, de toute façon, des problèmes techniques, des problèmes de Question, lancement. ouais. Non, non, objectivement, non. Le film a quand même eu le Grand Prix. C'est pas rien. Oui. En tous C'est les cas, ça. Jessica Généus nous dit je suis née dans un quartier pauvre. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je suis comédienne et réalisatrice. En m'appuyant sur mon cheminement personnel, marqué par la maladie mentale de ma mère, maladie qui, selon elle, est une malédiction du monde invisible. On parle beaucoup de ça ce soir. Aujourd'hui, et ma propre quête d'identité, je veux proposer un nouveau regard sur mon île natale et ses habitants. Voilà. Le regard des Haïtiens sur Richard Sénécal et Barricade, ça correspond à cette image. Tu as vu quelque chose sur Barricade? Tu peux dire deux mots de ça? Non, j'ai pas Bon. suivi. L'une des fictions les plus populaires de ces dernières années, qui mêle sentiment amoureux et préjugés de classe. C'est une série, quoi. Hein. Les barrières les plus infranchissables ne sont pas celles que l'on place sur notre chemin, mais bien celles que nous imposons par nos préjugés, etc. etc. Mais enfin, ça existe, c'est ce que je veux dire. Et ce qu'il y a de topissime, je sais que ça ne se dit pas, c'est la partie fiction. Quand on regarde bien, sous nos latitudes, on a un peu de mal à passer à la partie fiction. Ouais. On est sur le documentaire, on est sur le docu-fiction, il y a un truc qui passe pas. Et objectivement, moi j'y ai cru un moment quand il y a eu le film Negmaron qui est sorti, donc c'était Guadeloupe. Ensuite, il y a eu le film du Martiniquais, mais je ne sais plus lequel. Oui, je ne sais plus lequel. Et ensuite du Guyanais. Non, lui, il a fait un docu-fiction. C'était Begin, qui était excellent. Et en fait, lui, il a lancé, parce que quelque part, il a un peu libéré les chakras. Et puis, pouf, c'est retombé. Il n'y a pas eu de... Ça, mais en réalité, il faut des scénarios aussi. Il faut des scénaristes, il faut des gens qui écrivent aussi. Oui, Ouais, parce que le cinéma, c'est une vraie écriture. Voilà, c'est aussi un vrai jeu d'acteur, c'est pas du théâtre. Tout à fait, absolument. Toussaint l'ouverture est une mini-série française historique en 2 épisodes de 90 minutes, réalisée par Philippe Niang et mettant en vedette Jimmy Jean-Louis dans le rôle titre, basé sur la vie mais c'est un programme, je vous parle de programmes qui ont été diffusés auparavant, vous avez compris, mais qui existent, quoi. Mais ça ne fait pas beaucoup quand on fait l'inventaire. Et maintenant, nous allons passer, toujours dans la culture, au chapitre musique.
avec M. Christian. Alors, je vais vous parler d'une expérience que nous menons actuellement, puisque nous avons une association qui s'appelle Comité Martinique Musique, et nous essayons d'explorer des démarches innovantes, notamment dans l'éducation, puisqu'il s'agit de ce domaine. Le constat, c'est de voir que les autobus scolaires qui emmènent les enfants à l'école, le constat, c'est d'essayer de voir comment... Alors, semble-t-il que dans les autobus scolaires, c'était toujours le bordel, etc., etc. Alors, donc, nous avons réfléchi le chahut d'enfants. Merci, Jérôme. Donc, notre orientation, c'est d'essayer d'avoir des programmes musicaux encadrants. Donc, nous sommes en train de discuter avec Martinique Transport et avec... Qui est l'exploitant du centre de la Cassem. Absolument. Et nous avons une expérimentation avec une école de Corridon, auprès de laquelle nous avons proposé un certain nombre de musiques du pays. Alors, je cite quelques auteurs: Edgar Septua, Kali, Jackie Alpha, Rosetta Varas, Malavroy, Fernand Donatien. Voilà. Et nous essayons de mettre en place un dispositif de diffusion dans les autobus scolaires, avec une démarche pédagogique qui sera faite par les professeurs. Depuis, pour les enfants, par exemple, on va commencer avec des autobus de classe maternelle, de façon à ce que nous puissions essayer de créer un socle d'apprentissage, un socle de référence qui nous permettra de faire connaître déjà aux enfants des chansons. Deuxièmement, d'avoir à l'école un environnement pédagogique encadrant. Un prolongement de ce Un prolongement, merci, voilà, pour pouvoir différencier les rythmes, pour pouvoir différencier aussi les auteurs, pour pouvoir aussi différencier le contenu des chansons, les textes, etc. Voilà. Et donc, c'est une démarche que nous essayons de mettre en place. Et hier, bon, déjà en amont, nous avons confectionné quelques albums avec des titres qui répondent à une playlist. Merci B. Ensuite, nous avons soumis cette playlist au collège. Donc, il y a eu effectivement une réunion des enseignants qui ont choisi les titres parmi les 50 ou 60 titres que nous avons remis. Et donc, on a 32 titres, je crois, qui ont été sélectionnés et qui, aujourd'hui, seront utilisés dans des autobus pour pouvoir essayer d'évaluer cette démarche, quoi. Est-ce que vous avez été témoin du choix, du mode de sélection qui a été fait, ou bien est-ce que vous l'avez laissé simplement et ensuite ils vous ont donné une liste? Est-ce que en d'autres termes, est-ce que vous savez les critères qui sont mis en œuvre? Est-ce que vous savez... déjà, nous avions déjà nos propres critères. Les profs. Non, je ne suis pas entré dans les détails, puisque l'orientation, c'était effectivement de faire ça en plusieurs étapes, c'est-à-dire un comité de sélection avec nos amis, donc Jules Duranty et tout. Un comité de choix. Voilà, un comité de choix, et après... voilà, une transmission à cet environnement avec ces enseignants, et c'est eux qui ont fait effectivement les choix finaux. Mais ils ne vous ont pas expliqué leur ligne conductrice, ils n'ont pas dit pourquoi, ils ont dit simplement on voudrait ça. Non, ça ne nous a pas paru essentiel non plus, puisque je crois qu'ils sont tout à fait proches des enfants, ils peuvent aussi choisir mieux que nous, à travers tout ce qu'on a proposé, les chansons qu'ils peuvent soutenir les programmes pédagogiques. Je cherche à savoir, la vérité, savoir comment un enseignant voit notre patrimoine musical, comment il voit comment ce patrimoine musical peut servir à former les petites têtes de nos petits enfants. Quels sont les critères qu'ils mettent en œuvre par rapport à leurs exigences pédagogiques? J'aimerais savoir quelle est leur démarche. Si tu as l'occasion de leur demander. En tout cas, la directrice de cet établissement, elle a joué le jeu, quoi. On sent qu'elle est totalement consciente, effectivement, de la démarche. Et vous savez, aujourd'hui, on parle de musicothérapie. Ce matin, j'entendais... C'est vrai qu'on n'a pas mesuré toutes les incidences d'une bonne politique musicale. En musicothérapie, il est aujourd'hui établi comment la musique, aujourd'hui, favorise non pas des guérissements, mais en tout cas, si vous voulez, des situations psychologiques qui apaisent les gens. Donc, on peut penser aussi que dans la démarche que nous avons... C'est sûr que la musique utilisée en matière thérapeutique, c'est évident, mais au quotidien, pour tout le monde. Absolument. On se rend bien compte que l'écoute de certaines musiques, certains mélancoliques ou pas, dynamiques ou pas, crée chez les individus. On sent bien qu'une musique, à certains moments, ne vous convient pas, à d'autres moments, elle vous emballe, elle vous entraîne, elle vous réveille, elle vous galvanise, elle vous rend heureux, elle vous rappelle des moments peut-être, même des moments difficiles, mais enfin quelque part un peu de mélancolie, c'est toujours bon. La musique, c'est extraordinaire. Comment vivre sans musique? Oui, c'est ça, c'est ça. Il suffit d'aller dans un centre commercial.
C'est rigolo parce qu'en sortant d'un centre commercial, il y a quelqu'un dans le parking qui allait à sa voiture et qui dansait. Mais qui dansait. Et objectivement, moi j'étais en train de chanter. Et c'était une musique traditionnelle. Traditionnelle. Je pense qu'on n'est pas véritablement allé au bout des expérimentations, mais même dans un centre commercial, nous avons essayé aussi, dans le cadre du festival Begindia, d'essayer de diffuser différemment dans les centres commerciaux. Je crois que si on est suffisamment inventif, on peut voir des résultats qui sont peut-être probants, quoi, et qui sont en tout cas plein d'enseignements. Il faudrait que tout le monde soit un peu plus intelligent dans ce pays-là. Les enseignants, la musique concourt je à continue, l'élévation. les enseignants eux-mêmes pour qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. Je vais essayer d'être très bref. Les politiques, Christian? Ah oui, bien sûr. Un jour, dans ma carrière professionnelle, on avait un journal professionnel à la SACEM, et il y a une dame de la SACEM qui avait écrit un article en disant « Ce matin, tout avait changé. On s'était réveillé et il y avait des petites sonorisations partout. Et une musique douce s'était diffusée. Et les comportements de tout le monde avaient évolué. Il n'y avait plus d'injures, il n'y avait plus de klaxons, parce que la musique apaisait les gens. » Alors c'est une fiction, on parlait de fiction, vous voyez, mais ce que tu dis n'est pas une fiction dans la bouche d'une compositrice, d'une virtuose franco-haïtienne. Je t'avais envoyé sa musique qui fait des recherches, parce qu'il y a une musique classique haïtienne qui explique que sa mère lui disait que dans son village, dans un petit village minuscule, le maire avait mis des haut-parleurs et que toute la journée programmait de la musique classique haïtienne. Il existe de la musique classique haïtienne qui est très belle, voilà. qui est très rumba, qui est très relax. Et je pense qu'un de ces jours, on va passer ça en fin d'émission pour clôturer. Voilà. Non, c'est des expériences à faire. C'est des expériences à faire. En tout cas, nous expérimentons un dispositif avec Martinique Transport et l'Éducation nationale. On verra bien les premiers résultats. Et à partir de ça, on va voir comment généraliser ça à l'ensemble des autobus pour faire en sorte que dans les autobus, comme je dis, l'autobus est le premier pas de l'école. Donc quand tu rentres dans l'autobus, il faut de la discipline, il faut de l'écoute, il faut de l'attention. Si en même temps, tu apprends quelque chose de structurant, voilà, c'est ça. Ça peut avoir des résultats. Voilà. Il nous reste 1 minute 55 pour 2 minutes, on va dire, pour dire 2 petits mots sur le mécénat, le sponsoring. Alors, dans cette veille de festival, on parle beaucoup de sponsoring. Alors, le mécénat, c'est une notion un petit peu plus à la mode aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il ne faut pas non seulement sponsoriser, mais le mécénat, effectivement, tu me donnes une facture, Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que le mécénat aujourd'hui est à l'ordre du jour. De plus en plus, l'ordre même des experts comptables a créé un comité pour pouvoir mieux accompagner les entreprises en matière de mécénat. Il y a 104 000 entreprises en France qui sont des mécènes. On sait que les TPE aussi jouent un rôle très important, les TPE et les PME. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a plusieurs formes de mécénat. Il y a le mécénat de donner de l'argent, il y a le mécénat aussi de donner des produits. Ça se fait en matière de catastrophes. Voilà, il y a un cyclone et tout. Des services, tu mets du personnel à disposition de... Ah ben voilà, il y a le troisième mécénat, c'est de mettre du personnel. On peut très bien prendre un cadre, quelqu'un qui est bien formé, et le mettre à la disposition d'une association. Le mécénat, c'est vraiment très important. Il est important aussi que les entreprises martiniquaises comprennent leur rôle vis-à-vis de la culture. Et bien évidemment, je n'ai pas dit, mais le mécénat aussi permet d'avoir 60% d'abattement d'impôts. La différence, c'est bien au niveau de la fiscalité. Voilà, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires quand même. Souvent, il y a des limites. Par exemple, tu sais, le mécénat en don personnel, en contribution. Avec tout ce que nos présidents et tout, toi et moi, et toutes les actions que nous avons, on ne pourrait déduire fiscalement que 3 SMIC. C'est toujours ça. C'est toujours ça. En tout cas, nous avons besoin de mécénat, notamment dans les cadres des festivals. De l'autre côté, à tous les ceux qui en bénéficient, entreprises. Ceux qui en bénéficient, oui, on a besoin. Surtout qu'il faut comprendre que les pouvoirs publics donnent de moins en moins. Oui, c'est ça. Il faut que le privé se substitue absolument pas aux carences, pas aux défaillances, mais au manque de moyens. C'est sur ces mots optimistes n'est-ce pas, que nous donnons rendez-vous, que je vous donne rendez-vous et à notre public à la prochaine émission. À la prochaine.